Sur quelle décision le président Romuald Wadani Kossi-Mbweke est-il attendu? Il est attendu sur 4 décisions. Il y a 4 décisions qu'il doit prendre. Et ce n'est pas qu'il doit les prendre parce que quelqu'un les lui a dictées. Parce que ce sont des décisions que le peuple béninois même souhaite. Parce que le peuple béninois souffre de la séparation artificielle qu'il lui a imposée avec ses peuples frères du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Si le président Kossi-Mbweke Romuald Wadani veut vraiment commencer son mandat sous le signe du service du peuple, il y a 4 décisions inévitables qu'il doit prendre. Première décision, demander à l'armée néocolonialiste française de quitter le sol béninois où elle organise la déstabilisation du Niger et de l'AES et soutient les groupes terroristes. Ça, c'est la première décision. Le départ complet des troupes néocolonialistes françaises du sol béninois est une condition sine qua non de l'apaisement des relations bénino-aésiennes. Parce que l'armée française en Afrique de l'Ouest est clairement une armée de soutien, une armée terroriste, une armée néocolonialiste, une armée criminelle. C'est ce qu'elle est. Et il ne faut pas oublier que cette armée a tiré sur l'armée béninoise. L'armée française a tiré sur l'armée béninoise en décembre. Vous ne pouvez pas garder cette armée sur votre sol et croire que vous serez tranquille. Car c'est une armée de déstabilisation, non seulement du Bénin, mais de la sous-région. Ça, c'est un. Deuxième décision importante, mettre fin aux activités d'hostilité envers la coopération économique légale entre le Bénin et le Niger. Il y a des accords de coopération économique qui lient le Bénin et le Niger. Notamment les accords d'exploitation du pétrole nigérien, d'exportation du pétrole nigérien par le port de Cotonou. Le Bénin doit clairement montrer qu'il ne veut plus jamais utiliser ces accords comme un moyen de chantage contre le Niger. Il doit non seulement dégager les troupes françaises, mais de dire au Niger, faisons les affaires. Deuxième décision, attendue du président Wadani, la fin du chantage, l'utilisation du port de Cotonou comme un moyen de chantage. Il faut que ça s'arrête. Et ce sera bénéfique pour le Bénin. Troisième décision sur laquelle le nouveau président béninois est attendu, c'est d'accepter que l'armée béninoise combatte les groupes terroristes en entente et en osmose parfaite avec l'armée du Niger, avec l'armée du Burkina Faso, avec les armées, la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, qui ne sera jamais une force hostile au régime du président Wadani, mais au contraire, une force qui va lui garantir la sécurité de sa frontière nord. Donc, entrer dans une relation de confiance avec les pays frères du Niger, du Mali, du Burkina, qui n'ont jamais voulu du mal au Bénin. Ils n'ont pas fait de mal au Bénin. Le coup d'État de Pascal Tigri n'a pas été préparé par l'Alliance des États du Sahel. Les présidents Tiani, Goïta et Traoré n'ont rien à voir avec le coup d'État de Pascal Tigri. Aujourd'hui, le président Kossi-Mbweke Romuald Wadani le sait. Ça, c'est la troisième décision importante. Enfin, il y a une quatrième décision qui est également très importante. C'est une décision de désescalade sur le terrain diplomatique et sur le terrain médiatique. Le président nouvellement installé au Bénin, Kossi-Mbweke Romuald Wadani, peut donner instruction sur toutes les colonnes de la communication publique, la communication politique publique béninoise, qu'il n'y ait plus d'offense envers la lutte souverainiste de l'Alliance des États du Sahel, parce que c'est une lutte légitime. Et il aura exactement la même attitude des pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire la fin des hostilités diplomatico-médiatiques. Voilà 4 niveaux de décision qui sont attendus du nouveau président béninois. Il y a des moments dans l'histoire où un seul homme suffit à révéler les contradictions d'une époque entière. John Dramani Mahama est cet homme. Président du Ghana, réélu en décembre 2024, il s'est présenté au monde comme un défenseur de la dignité africaine, un champion des réparations, un héritier spirituel de Kwame Nkrumah.
Il a porté, en mars 2025, une résolution historique à l'Assemblée générale des Nations unies, reconnaissant la traite négrière comme le crime le plus grave jamais commis contre l'humanité. Les Africains du monde entier ont applaudi, la diaspora a partagé, les militants panafricanistes ont salué. Et pendant ce temps, au même moment, dans la même période, ce même John Mahama ouvrait les portes du Ghana aux bases militaires de l'OTAN et de l'armée américaine, renforçant leur présence dans un pays situé au sud direct de l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas une erreur de jugement, ce n'est pas une maladresse diplomatique, c'est une contradiction fondamentale qui dit quelque chose de profond sur la nature du pouvoir africain tel qu'il s'exerce aujourd'hui. Et Franklin Nyamsi, philosophe camerounais, l'un des analystes panafricanistes les plus rigoureux de notre époque, a choisi de la nommer sans détour, sans précaution oratoire, sans l'habituelle politesse qui permet aux traîtres de continuer leur besogne en paix. Nyamsi l'a dit clairement, John Mahama est un imposteur. Pas un dirigeant imparfait, pas un homme pris entre des contraintes géopolitiques complexes, un imposteur. Quelqu'un qui utilise le langage de la libération pour faire avancer la cause de l'oppression. Et cette distinction-là, elle n'est pas rhétorique, elle est politique, elle est historique, elle est vitale pour quiconque veut comprendre pourquoi l'Afrique tourne en rond depuis 60 ans d'indépendance formelle. Revenons aux faits. L'OTAN n'est pas une organisation neutre dans l'histoire récente de l'Afrique. En 2011, c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. Un pays africain souverain, le plus prospère du continent en termes d'indicateurs sociaux à l'époque, a été transformé en marché d'esclaves à ciel ouvert, et cela au sens littéral du terme, comme l'ont documenté les journalistes et organisations humanitaires après l'intervention. Des hommes noirs vendus sur des parkings, des familles déchirées, un État effondré. Le chaos libyen a ouvert une autoroute au Sahel pour toutes les organisations armées qui déstabilisent la région depuis 15 ans. Al-Qaïda au Maghreb islamique, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'État islamique au Grand Sahara, tous ont prospéré dans le vide sécuritaire créé par la destruction de la Libye. Et derrière cette destruction, l'OTAN. Derrière l'OTAN, Washington. Derrière Washington, une stratégie délibérée de maintien du chaos africain comme condition de la perpétuation de l'influence occidentale. John Mahama le sait. Il n'est pas naïf. Il a des conseillers. Il lit les rapports. Il connaît l'histoire. Et pourtant, il accueille les troupes de cette même alliance militaire sur le sol ghanéen. Il les installe au sud des frontières des pays sahéliens qui se battent précisément contre les effets de cette déstabilisation. Il renforce la présence de ceux qui ont créé le problème, à portée de tir des pays qui tentent d'en sortir. Ce n'est pas de la naïveté, c'est du choix. Et c'est là que la pensée de Nyamsi prend toute sa force analytique. Parce qu'il ne se contente pas de dénoncer Mahama, il pose une question de fond. Comment peut-on simultanément réclamer des réparations pour la traite négrière et offrir son territoire comme base arrière aux héritiers militaires de cette même puissance? Comment peut-on se revendiquer du legs de Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance ghanéenne, le théoricien du panafricanisme continental, l'homme qui a dit que l'indépendance du Ghana n'aurait de sens que si elle était liée à la libération totale du continent africain, et se retrouver à jouer le rôle de courroie de transmission de l'influence américaine et française dans la région? Nkrumah a été renversé en 1966 par un coup d'État soutenu par la CIA, précisément parce qu'il refusait de plier. Il avait compris bien avant ses contemporains que la souveraineté ne se négocie pas, qu'on ne peut pas s'être indépendant à moitié, que la présence militaire étrangère sur le sol africain n'est jamais innocente, jamais désintéressée, jamais sans conséquence pour les peuples concernés. Il a payé ce refus du prix de l'exil et de l'effacement politique. Et son successeur, 60 ans plus tard, fait exactement ce contre quoi Nkrumah avait mis en garde. Nyamsi parle d'imposteur. Le mot est juste. Parce que l'imposteur ne s'oppose pas ouvertement à la cause qu'il trahit, il la sert en apparence tout en la sabotant en profondeur. Il emprunte le vocabulaire de la résistance pour désarmer la résistance, il cite les ancêtres pour mieux les intégrer. Il agite les symboles de la dignité africaine pour occuper l'espace politique que des voix véritablement souveraines auraient pu occuper. L'imposteur est plus dangereux que l'ennemi déclaré, parce qu'il rend la ligne de front invisible. Et Mahama n'est pas seul dans cette catégorie. Il est le représentant d'un phénomène que l'on retrouve dans plusieurs capitales africaines, ce que l'on pourrait appeler le panafricanisme de façade. Un discours de souveraineté utilisé comme ressource politique domestique, pour mobiliser les électeurs, pour construire une image progressive, pour s'inscrire dans une tradition historique valorisée, sans que ce discours ne se traduise jamais en actes concrets susceptibles de froisser les véritables maîtres du jeu. On prend les symboles d'une Nkrumah, on laisse les bases de l'OTAN. Ce que Nyamsi exige, c'est de la cohérence, pas la perfection, pas l'héroïsme suicidaire. La cohérence est entre ce qu'on dit et ce qu'il fait. Et il donne un exemple immédiatement parlant, la République togolaise. Le Togo de Fort Ganimbi, c'est un régime que personne ne présente comme un modèle démocratique, que des militants panafricanistes ont boycotté lorsqu'il a accueilli le 9e congrès panafricain. Ce même Togo a maintenu des canaux de dialogue concret avec la SIS. Il a pris des risques diplomatiques réels. Il a agi en médiateur crédible entre les États sahéliens et le reste de la CEDEAO. Sans s'en faire un discours, sans conférence de presse sur sa solidarité africaine. Le Togo a fait, Mahama a parlé. Et c'est là que réside la leçon la plus dure pour l'Afrique contemporaine. Le discours sans acte n'est pas de l'impuissance, c'est de la complicité. Parce que le discours sans acte occupe place que l'acte réel aurait dû occuper. Il crée l'illusion du mouvement là où il n'y a que sur place. Il donne aux populations africaines le sentiment que leurs dirigeants parlent en leur nom, alors que ces mêmes dirigeants signent des accords militaires en leur dos.